Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast de Révolution Santé. Aujourd'hui, je vous partage une entrevue que j'ai eu la chance de faire avec Martin Bilodeau. Si vous ne connaissez pas cette personne-là, vous allez faire une très belle découverte. Martin Bilodeau, c'est un spécialiste de la méditation puis de la pleine conscience. Et ce que j'adore de cet être humain-là, c'est qu'il y a une façon de rendre la méditation puis la pleine conscience accessible à tout le monde, mais c'est quelqu'un d'un grand connaisseur dans ce domaine-là. Peu importe c'est quoi que vous avez comme interprétation aujourd'hui de la méditation puis de la pleine conscience, ça va changer. Ça va changer d'une quelconque façon. Et vous allez apprendre des façons différentes de l'introduire dans votre quotidien. Et si vous n'avez pas déjà une pratique pour vivre un peu plus en pleine conscience, pour faire de la méditation quotidiennement, vous passez à côté de quelque chose dans la vie. Bref, je vous laisse explorer ça dans l'entrevue. Je vous agace pas plus longtemps, je vous laisse explorer ça. C'est parti. On a tous une seule vie à vivre. Et notre mission, c'est de vous offrir tous les outils pour vous permettre de déployer votre plein potentiel dans votre santé et votre bien-être. Je vous souhaite la bienvenue dans le monde de Révolution Santé. Nous voilà en direct. Si tout est en ordre, on devrait commencer à être en direct les gens qui me voient déjà. Si vous êtes là en rediffusion, dites-moi un petit salut. Vous pouvez marquer que vous êtes en rediffusion aussi dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant le live. Si vous êtes live, dites-moi salut aussi. Souvent, ça prend une couple de secondes avant que les gens le voient apparaître là-dessus. Fait que comme l'indique la description, puis comme je l'ai annoncé depuis les 2 derniers jours, on a Martin Bilodeau ce matin qui est avec nous pour jaser un petit peu de pleine conscience, un petit peu de méditation, puis un peu vulgariser tout ça. Yes! Fait que ça marche. Les commentaires sont rentrés. Fait que je vois aussi vos commentaires. Fait que si jamais vous avez des questions, du plus-value que vous voulez faire, ben, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Je vous explique que j'aime ça vous partager pourquoi. Vous savez, j'aime ça avoir des invités. Puis Martin, je l'ai connu sur la plateforme de Chantal Lacroix, en fait, la première fois dans le programme Vivant de Jérémy Demé. Puis ce que j'aime beaucoup des coachs ou formateurs de toutes sortes, c'est ceux, je trouve, qui sont capables de faire le pont entre... souvent, on est très avancés, nous, les experts, dans ce sur quoi on travaille. Puis les gens, des fois, ils ont tendance à pas tout à fait comprendre où est-ce qu'on est rendu. J'ai trouvé ça vraiment bon, comment ils réussissent à vulgariser ça, le rendre universel, puis de l'adapter à tous les types d'individus. Puis c'est définitivement quelque chose qu'on va parler aujourd'hui. Comment on fait pour le rendre un peu plus universel, puis comprendre que c'est peut-être plus variable que vous avez. J'ai mentionné aussi dans ma publication, peu importe l'opinion que vous avez de la pleine conscience ou de la méditation, je suis convaincu qu'elle va cheminer aujourd'hui, puis elle va changer vraiment beaucoup par rapport à ça. Fait que, sans plus attendre, on va accueillir notre invité. Le voici, le voilà. Madame, coucou, ça m'a dû déplacer. Je reçois des alertes pour tous les messages entrants. Fait que je vais mettre mes écouteurs juste pour pas que ça fasse bing bang bang tout le long de la rencontre. Donnez-moi une petite seconde. Ça se peut que ça fuck mes paramètres de son. Testing, 1, 2, 1, 2, Alex, es-tu encore là? Ça ne sera pas long. Il était branché sur mon cell avec la musique de mon cell et starté. Ça va moins bien dans ce temps-là. Je mets mes écouteurs ici. Là, ça devrait fonctionner. Je ne sais pas si mon son va changer. Ici. Good. Tout est supposé être en ordre. Tout marche. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Vive la technologie. Comment vas-tu, Martin, ce matin? Ça va bien. Je suis déposé. J'ai médité ce matin comme toujours, mais ce matin, j'ai eu le temps. J'avais rien d'autre à faire qu'attendre joyeusement notre rencontre matinale en live ce matin. Fait que merci, Alex, pour l'invitation d'être là avec toi, ta gang. Merci infiniment à tout le monde là, qui nous écoute pour prêter l'oreille à ce dialogue sur la pleine conscience, méditation, comment on se comprend, puis on se voit à travers notre ego aussi et tout le reste. Là. Fait que tant mieux. Ça va être ma première question, en fait. Pour les gens qui ont été curieux, j'aime ça briser les hooks un petit peu au début parce que j'ai dit que t'es bon vulgariser tout ça, fait que je te mets cette pression-là dans le fond. En commençant, ma première question serait la suivante, c'est qu'il y a sûrement plein de gens qui ont peut-être qui ont des jugements par rapport à ça. On a une belle communauté super ouverte, fait que je sais que la masse, c'est pas le cas. Ou sinon, qui ont une idée un peu préconçue là-dedans. Toi, tu dirais... la façon de la simplifier puis la façon de la rendre universelle à tous et chacun ou ces gens-là qui ne sont pas trop sûrs si c'est pour eux, tu dirais c'est quoi la méditation, la pleine conscience? Peut-être faire la différence entre les deux si tu veux aussi en même temps en passant. Oui, peut-être dire que la pleine conscience, ce qu'on appelle les pratiques de pleine conscience, ça fait partie de la méditation, de toutes les pratiques de méditation, parce que
la méditation, c'est plus qu'une pratique, c'est une voie. En ce sens que c'est un chemin intérieur qu'on prend. Là, on va se rencontrer soi-même. Et finalement, c'est surtout un état d'esprit qui est dégagé du stress, qui est dégagé des distractions mentales, qui est dégagé de toutes les perturbations qu'on a dans notre tête. Là, le petit hamster qui spinne un peu trop vite, là, puis des fois qui spinne dans des petites roues négatives. Là. Ben, l'état de méditation, c'est un état libéré des négativités mentales, du stress mental et de tout ce qui nous tient la nuit là, en état d'insomnie, finalement. La pleine conscience, c'est une pratique de ça. Et dans la méditation, il y a des centaines de pratiques très différentes, contemplatives, des méditations avec analyse, des méditations avec des mantras, même ça a l'air weird de s'en parler comme ça le matin, peut-être pour certains. Les mantras, c'est des chants sacrés. Il y a des méditations en mouvement. On fait de la méditation comme le tai chi, on pourrait dire c'est une forme de méditation en mouvement où on amène la conscience à travers un mouvement, une chorégraphie même, etc. Et j'oserais vous dire tout le monde là, ce matin qu'il n'y a rien de plus naturel que l'état de pleine conscience. Il y a comme deux Oui, voies c'est dans ça. la vie. Tu es inconscient ou tu es conscient. Finalement, on se pratique à vivre conscient. C'est tout. Ça pourrait être aussi simple que ça. Mais là, c'est ça, parce que j'ai trouvé ça dans ma façon de voir les choses. Dis-moi si j'ai tort, parce qu'on dirait que tu n'as pas dit ça. C'était mon interprétation. Mais parce que c'est comme si tu disais que la méditation, c'est un état d'esprit. En fait, parce que la pleine conscience, c'est un état d'esprit, non? De dire, Aussi, l'idée, c'est que les deux, c'est à la fois des pratiques, mais les gens, des fois, ils voient juste la pratique. Ils ont l'impression, à force d'en entendre parler, que la pleine conscience, c'est une pratique. Mais oui, mais ce qu'on veut dans la pratique, c'est un état. Fait que c'est n'importe quelle pratique qui m'amène oui, à un c'est ça. état de pleine conscience. Puis la méditation, c'est Parce que c'est n'importe un quelle moyen. pratique qui libère ma Exactement. souffrance La intérieure, méditation est finalement. plus le moyen pour réussir à être le plus possible dans cette pleine conscience-là, dans le fond. C'est ça. Oui, oui. Puis, mettons, juste pour mettre un peu plus de pouce là-dessus, parce que je trouve que la pleine conscience, ça a une connotation qui est peut-être spirituelle, ésotérique pour certaines personnes, tu sais, que ça a l'air. Puis tu viens de le décrire un peu simplement Oui. en disant, ben, soit tu es conscient, soit tu es inconscient. Fait que ceux qui trouvent ce terme-là compliqué, c'est quoi d'être en pleine conscience, dans le fond? Mais l'idée, c'est de savoir ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau et de notre mental. On a en moyenne, l'être humain, là, même que vous le sachiez ou pas ce matin, je vais vous apprendre peut-être ça, mais vous avez entre 65 et 70 000 pensées par jour dans notre tête. La preuve étant, pendant que je vous parle, vous vous parlez. Hein, vous êtes en train de vous dire des affaires, là. Ça n'arrête jamais. Puis pendant que vous parlez, imaginez-vous donc, vous vous parlez encore. C'est comme ça parle tout le temps. C'est comme un téléviseur allumé des fois sur 6 canaux simultanés qui est toujours là en background. Fait que ça, c'est l'état habituel. Dans le cerveau, ça a un nom, ça s'appelle le cortex singulaire antérieur. Moi, j'appelle ça mon CA. C'est pour un conseil d'administration. Là. C'est comme ça jase tout le temps à l'intérieur. Mais ça, c'est toujours là et ça m'empêche d'être concentré. Ça m'empêche aussi d'être présent à qu'est-ce que ça pense en dedans. Parce que finalement, quand je suis stressé à la fin d'une journée, ce n'est pas arrivé à la fin de la journée, le stress. C'est arrivé avec des milliers de petites répétitions de pensées qui m'engageaient dans de la peur, de l'anticipation négative, qui me disait que j'étais fatigué, qui nommait un danger intérieur, psychologique ou autre. Fait que c'est l'accumulation des pensées qui crée des états, puis nos humeurs, puis nos émotions souvent. Alors, si je ne suis pas conscient de ce qui est là, j'ai aucune idée comment je finis ma journée, ma semaine, puis ma vie. Il y en a qui finissent enragés après des années d'avoir accumulé des frustrations, mais ça s'est nommé mentalement, les frustrations. Fait que la pleine conscience, c'est essayer de regarder finalement c'est quoi le canal de télévision qui est là, puis quel film je suis en train de me jouer dans ma tête. Parce que sinon, c'est ça, c'est un peu. Tu as parlé un petit peu de distraction tantôt, puis ça finit un peu par nous bluffer d'une certaine façon où on n'est pas conscient, d'où le terme pleine conscience. Mais j'aime ça parce que je trouve justement que ça tend à rendre des affaires comme si c'était compliqué, puis dans le fond, c'est une forme d'état absolu que tu essaies d'être en tout temps, mais que tu es en bataille un peu Oui, avec justement avec ton CA, comme tu dis. on se pratique, là. Exact. Bon, je voulais aborder, là, pour simplifier un petit peu ces deux termes-là, mais ton histoire est fascinante, je trouve. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant. J'espère que les autres, ça sera le cas. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu, tu sais quoi, ton histoire, ton parcours, comment ça t'a amené où tu es aujourd'hui. Puis après ça, on va regarder parce que, bon, tu as un parcours intéressant. Puis là, tu es dans notre société-là actuelle. T'aides les gens un peu là-dedans. Fait que j'aimerais ça après avoir ta perception de ta réalité actuelle puis ta vie actuellement par rapport à ton parcours. Mais commence par ton histoire un peu. Ça a commencé comment cette découverte-là, un peu plus de la pleine conscience, de la méditation, puis de l'univers bouddhiste là, dans ton cas?
Mais dans mon cas, ça a été très jeune. Il faut se rappeler qu'à une certaine époque aussi, la méditation et la pleine conscience appartenaient à des traditions bouddhistes. Tu sais, c'est entre autres Thich Nhat Hanh, un maître bouddhiste vietnamien, qui a amené le terme mindfulness dans la traduction de ses livres. C'est le Dalai Lama, après qu'il a gagné le prix Nobel de la paix, qui a écrit L'art de la compassion, dans lequel il expliquait toute la démarche tibétaine sur les formes de méditation bouddhiste tibétaine. Alors, ça s'est démocratisé il y a 25 ans environ. Là, ça a commencé vraiment à prendre l'expansion peut-être depuis 10-15 ans. Mais moi, j'ai eu la chance, ou en tout cas, je suis arrivé là-dedans très jeune, à 17 ans. Je suis parti du lac Saint-Jean natal, là, de près de chez vous, en ce moment. J'ai dû passer la route Ben oui. en face de ta maison en vélo. Donc, quand j'avais 17 ans, ça fait maintenant presque 30 ans. Et je suis parti en vélo du lac Saint-Jean jusqu'aux États-Unis, dans une espèce de crise existentielle là, de que veux-je, que peux-je, où vais-je, là. Et dans un espèce de modèle de nomadisme hippie, de road trip. Mais moi, j'avais T'étais pas de quand char. même, ouais, c'est ça, t'étais quand même avant-gardiste. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est rendu juste normal là, de faire ça? La plupart des jeunes partent un peu comme ça, c'est une espèce de trip, mais à l'époque, j'imagine, ça devait être bien différent. Pas de passeport, je parlais pas anglais, je partais du lac Saint-Jean, je suis pas sûr que j'avais le Yes No Toaster en anglais. Puis, mais c'était vraiment un appel de, tu sais, on dit un appel de l'âme, là, mais tu sais, en ce sens que j'avais pas mis le doigt spécifiquement sur ce que je cherchais, mais c'est comme une espèce de mal-être, Oui, crise de sens finalement qui m'a amené à partir, en dire, OK, il doit y avoir un moi ailleurs qui goûte bon vivre, là, qui fait du c'est ça. sens, Tu savais qui pas me ce que permet tu de me voulais, projeter. Ouais, mais je savais ce mais que tu je voulais savais que pas. c'était pas ça. Ouais, c'était C'est ça. les modèles que la société m'envoyait, le modèle de cherche une job, faire de l'argent, faut que tu décides où tu vas au cégep pour blablabla, accumule des biens, pense à ta sécurité. Tu sais, j'étais comme une famille, j'étais là, voyons, il n'y a absolument rien là-dedans qui fait wow en dedans de moi, même que ça fait heurk. Fait que, tu sais, c'était une crise identitaire. Aujourd'hui, il n'y a rien qui fait heurk, mais je veux dire, à cette époque-là, c'était ça. Puis il y avait aussi après, tu sais, quand même 7-8 ans d'intimidation à l'école, puis différentes formes là, d'abus, un désir de fuir finalement aussi, là, un bassin, un milieu de vie où dans ma famille, tout était magnifique, merveilleux, mais quand même, dans ma vie à l'extérieur, j'avais vécu beaucoup d'exclusion, puis de formes de violence là, psychologique, physique ou verbale, là, une partie de mon adolescence. Fait que, avec ça, là, je voulais comme découvrir le monde, m'affranchir, être libre. Fait que je suis parti et je suis tombé, chemin faisant, dans cet été-là où chaque jour pourrait faire un livre, là, parce que quand tu pars avec 50 $ en poche, ton vélo, puis c'est à peu près tout, et tu as 17 ans, puis tu traverses les côtes, puis tu arrives aux États-Unis, tu ne parles pas la langue. C'est une bonne prémisse pour avoir ouais, c'est ça, un livre à tous les jours. Oui, Hein, c'est ça. Fait qu'il y a eu beaucoup d'abondance, beaucoup de synchronicité, des moments magiques extraordinaires, mais il y a eu aussi l'arrivée du bouddhisme dans ma vie où j'ai découvert un centre bouddhiste dans le Maine et on m'a donné un livre sur le bouddhisme également pendant cette période-là d'Alexandra David Néel. Et on dirait que ça répondait à tout. C'est la cause de la souffrance, la libération de la souffrance, puis d'où est le bonheur. C'est comme si Bouddha, les écrits que je lisais, et la méditation faisait partie de ça. C'était comme, OK, regarde, la souffrance, c'est en toi. C'est quel état d'esprit, quelle pensée tu nourris sur le monde. Et moi, j'étais devenu victime du monde, j'étais devenu cynique sur le monde, tu sais, et je regardais pas le monde avec beaucoup d'amour et de bienveillance parce que j'avais souffert du monde, des autres. Et j'avais peur aussi de l'être humain, de l'humanité dans sa violence. Fait que ça m'a responsabilisé sur comment je voulais vivre ma vie, qui je voulais devenir et aussi comment j'allais vivre dans le monde. Je n'allais pas être conditionné par mon passé. J'allais décider là quelles croyances, valeurs et chacune de mes pensées, j'allais les regarder pour savoir si elles étaient un chemin de souffrance ou c'était un chemin vers le bonheur. Et ça, c'est pour moi ce que j'ai retenu à 17 ans. C'était clair dans ma tête que dans mon esprit, il y avait deux chemins et que chacune des pensées était un pas dans un chemin. Et la direction intérieure, c'est moi qui la choisissais. Ce que je trouve vraiment intéressant dans ta situation, la courte histoire, de résumer un peu cette histoire-là, c'est, je pense que ça relate quand même plusieurs de nos clients en plus, que il faut que tu réussisses d'une certaine façon. Puis moi, c'est ce que je trouve fascinant, puis je peux même pas dire que j'ai l'ouverture ou la conscience que tu as. Puis ça m'a frappé quand on a un peu parlé cette semaine avant l'entrevue Mm. d'aujourd'hui, c'est que tu réussis vraiment à mettre le doigt là, précisément sur c'est quoi ces souffrances-là, puis l'origine, puis leur nom, puis juste là, dans ton exemple, tu l'as mentionné un peu, tu parlais de cynisme, tu parlais de d'autres. Ben, ça, je fais juste éveiller un peu ça aux gens qui sont avec nous autres, que si tu as cette souffrance-là, on l'a dit tantôt, quand tu étais jeune, tu étais comme juste, je vais pas, c'est pas Ouais. bien ça.
Puis ça t'a permis d'aller mettre le doigt sur quelque chose. Puis si tu ne trouves pas, c'est impossible sinon de réussir à cheminer dans une direction qui est plus positive d'une certaine façon. T'sais. Fait que je trouve ça vraiment fascinant, puis je trouve ça vraiment intéressant. Je pense pas qu'on va avoir le temps d'aborder beaucoup de ces sujets-là aujourd'hui, mais vraiment, c'est sûr qu'il va falloir que tu reviennes un jour pour élaborer sur des trucs comme ça, parce que ça me fascine bien gros, tout cet univers-là. Quand on a parlé justement, tu m'as parlé de ta mission que tu as dit étant de préserver le patrimoine spirituel un peu par rapport à ça. Puis je voulais aborder le sujet de la spiritualité un peu. Au Québec, ça a juste une connotation religieuse. Ouais, c'est ça, la spiritualité. Je l'aborde régulièrement un peu, que c'est pas nécessairement la vision que j'ai, tu sais. Puis, mais j'aimerais ça savoir, c'est quoi ton interprétation de ça? C'est quoi la spiritualité? Pourquoi? Puis, je dirais même, c'est quoi son rôle dans notre société d'aujourd'hui où on tend à se détacher de toutes les espèces je vais appeler ça les forces incontrôlables, là, si on veut, d'une certaine façon de la vie, mais c'est quoi ton interprétation de la spiritualité quand tu dis que c'est ça ta mission? Mais la spiritualité, pour moi, c'est toutes les formes de pratiques qui nous ramènent à soi. T'sais, spirituel, ça vient d'un mot là, qui est spiritus, qui veut dire le soi, l'esprit. Alors, toute forme de philosophie, psychologie, pratique ancestrale, méditation, peu importe, là, qui nous fait se rencontrer. Qu'est-ce qui est là dans mon esprit? Qu'est-ce qui m'habite dans mon cœur? Quelle émotion que j'ai? Comment je me sens dans mon corps? Et comment je me libère de tout ce qui est souffrant, tout ce qui est négatif puis destructeur? Ben ça, c'est une forme de chemin spirituel. Fait que c'est pour ça que c'est clair dans ma tête que ça n'appartient à... La plupart des religions en ce moment sont aspirituelles. C'est plus des systèmes moraux, de règles, de dogmes, de la façon dont les gens les vivent. J'ai l'impression que dans les derniers siècles, les religions ont plus créé de l'abrutissement puis de l'aliénation d'ailleurs que de la sagesse, de la connaissance de soi, puis des gens qui ont repris leur pouvoir. Parce que la spiritualité, finalement, c'est ça. C'est nous remettre en contact avec ce sur quoi on a du pouvoir. Et ce sur quoi on a du pouvoir dans la vie, c'est nous. C'est tout ce qui est à l'intérieur. Et le reste à l'extérieur. Et c'est peut-être ça que les gens ont peur. C'est comme, on est obnubilé, captivé, presque hypnotisé par la consommation, notre production, notre job, les opinions des autres, notre désir de plaire. Et on perd complètement de vue ce qui est là en nous-mêmes. C'est comme on est tellement distrait, on est tellement spectateur de ce qui se passe à l'extérieur qu'il n'y a plus de relation avec ce qui se passe à l'intérieur. Et la spiritualité, c'est aussi simple que revenir à la maison, revenir en dedans, revenir à qu'est-ce qui m'habite dans mon corps, qu'est-ce qui m'habite dans mon cœur, qu'est-ce qui est là dans mon esprit, comment je nourris mon âme. That's it. C'est juste ça. Puis ce que je trouve qui est difficile, tu vois, moi, j'aime beaucoup ta définition, elle est plus large un petit peu qu'elle, on dirait que j'avais, parce que j'avais tendance à l'apporter, mais tu l'as mentionné quand même, mais à l'apporter plus tu as parlé de souffrance tantôt un petit peu d'une certaine façon, puis les incontrôlables de la vie qui nous amènent ces souffrances-là, justement, parce que je vais dire les mots les plus faciles, là, qui sont comme la maladie, puis de nos proches ou de nous-mêmes, mais aussi la mort, tu sais, c'est des choses sur quoi on n'a pas le contrôle. Puis c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est à nous, personnellement, de gérer ça d'une certaine façon. Ça en fait un petit peu partie de ça. Est-ce que ces craintes-là, ça fait partie des sujets précis que vous essayez de faire, tu sais, dans la méditation elle-même, dans la pleine conscience elle-même, de vivre avec cette réalité-là, tu sais, la pleine conscience en soi, c'est l'espèce de moment présent. Fait que, est-ce que la solution, c'est de se ramener à ça? Est-ce que c'est quoi votre perception justement de la mort ou de la maladie ou de ces affaires-là qui sont somme toute dramatiques puis qui peuvent arriver? Mais tu sais, un accident, ça en fait partie. Il y en a plein, là, c'est l'infini, là. On médite beaucoup sur ces sujets-là dans les traditions bouddhistes. Et le bouddhisme, c'est beaucoup des pratiques de méditation qui partent d'un état de pleine conscience. Au moment où il faut se dépouiller des distractions mentales puis être capable de focusser notre esprit sur une chose. Et cette chose-là peut être le souffle, peut être la paix intérieure, peut être le silence intérieur, mais peut être aussi un nouveau chemin comme de contemplation, de pensée. Je veux dire que là, je vais me mettre en contemplation sur l'impermanence de la vie à partir d'un espace de paix. Pas agité, pas perturbé, pas en réaction avec ma belle-sœur qui vient de débarquer chez nous, mon char qui est brisé, mon patron qui me dit telle affaire. Juste, là, je suis dans la paix. J'ai fait quelques pratiques de respiration, de focalisation, de concentration. Puis là, je vais analyser ou essayer de déposer mon attention sur une réalité de la vie avec laquelle je veux comme créer une nouvelle relation.
Tu sais, si je regarde tous les changements de la vie, ce que je ne contrôle pas dans le monde, ce que je ne contrôle pas chez les autres, et je l'accepte et je l'accueille avec paix, ben après ça, quand je vais sortir de ma méditation, je vais être plus en paix avec quand ça va se manifester. Même chose sur les deuils, même chose sur la mort et l'impermanence du corps, même chose sur la compassion versus la souffrance des autres. Hein. J'ouvre des espaces, puis ce que ça fait dans mon cerveau, c'est que ça crée des nouveaux circuits neuronaux. Et ça, on le sait depuis environ 40 ans, le cerveau, c'est de la pâte à modeler. Moi, je le dis comme ça parce qu'on dit plasticité du cerveau, là, au cérébral, ou de la matière. Mais tu sais, c'est de la pâte à modeler dans laquelle il y a des petits courants électriques qui passent. Puis les courants électriques, ben, finalement, ils orientent ta journée, ta vie, puis pas mal tout ce que tu deviens. Ben, tu peux, toi aussi, décider quel chemin, c'est quel trail que tu te ferais, que tu te fais à l'intérieur de toi. Là. Puis si tu veux que tu sois dans des états d'esprit de paix, de compassion, de force, d'espoir, ben, c'est en méditation assise, coussin chaise, on s'en fout, où tu peux créer des nouvelles pensées, des nouveaux constats, des nouvelles croyances à l'intérieur de toi, au lieu de rester pris dans tes mécanismes de défense, puis souvent les pensées les plus négatives que la société nous renvoie sur nous-mêmes, sur la vie, sur l'autre, finalement. Fait qu'au lieu d'être enragé au volant, ben là, tu restes payé, puis tu dis, OK, on est tous des enragés. Je vais apprendre à aimer les autres enragés. Le temps, c'est pas si important que ça. Qu'est-ce qui est important? C'est la joie. Tu entretiens ça, puis là, au lieu de te forcer, ben, c'est déjà là dans ta tête, puis ça vient naturellement. Je trouve ça tellement fascinant là, parce que je me décris comme. J'ai de la misère un peu des fois à comprendre exactement qui je suis. Des fois, on tend toujours à essayer de se comparer pour savoir comment s'identifier. Puis je suis quelqu'un qui est. Je ne sais pas comment dire ça. Je me sens relativement, là, on s'entend, mais invulnérable émotionnellement. C'est quelque chose que je vis bien avec. Tu sais. Puis pourtant, ce que je réalise de plus en plus, c'est que je suis quelqu'un qui est très sensible. Puis ce que tu viens de décrire là, depuis que je suis jeune, là, je me rappelle là, des souvenirs à l'adolescence, que les réflexions dont tu parles là, que je n'avais pas nécessairement mis le doigt dessus, mais que moi, ça me rendait tellement pas bien de penser que mes parents pouvaient mourir, de penser qu'ils pouvaient avoir la maladie, qu'ils pouvaient se séparer, qu'ils pouvaient que. Inconsciemment, je pense, spontanément, parce que ça m'apaisait, je me devais de faire ça. Probablement pas nécessairement de la façon la plus optimale, mais que dès que j'ai une sensation de mal-être super anxiogène sur quelque chose que je n'ai pas le contrôle, on dirait que ça m'affecte tellement que je viens rapidement à faire « OK, je ne peux pas vivre de même avec cette crainte-là toute ma vie. » Puis j'ai toujours appris, on dirait, à un petit peu plus me déposer et faire comment je fais pour vivre avec cette réalité-là que tous mes... Tu sais, je pense que la plus grande crainte qu'on peut avoir maintenant, c'est la perte de nos enfants, puis ça existe. Tu sais. Fait que comment je peux vivre chaque jour malgré le fait qu'il peut arriver tout plein de problèmes avec eux autres. Tu sais, puis je me rends compte, mais là, tu mets plus des mots concrets sur ça, mais je me rends compte que quand je vis cette incompréhension-là, cette souffrance, puis que c'est pas bien, mais j'ai tendance à faire OK, je peux pas endurer ça tout le temps, puis d'aller chercher une réponse parce que sinon, c'est juste intolérable. C'est ce qui m'a permis. C'est pour ça que je dis que c'est étrange, mais une espèce de résilience que je parle que j'ai, ça me donnait l'impression que je n'étais pas tant émotif, mais je me rends compte que c'est plus. J'ai l'impression que j'ai, je dirais, heureusement, développé ça comme. C'est un pattern de protection d'une certaine façon, mais il y a des gens, j'en ai plein là, des clients qui ont cette même grande sensibilité-là, puis qui n'ont pas trouvé ce moyen-là, dans le fond, puis qui ont développé des patterns un peu plus négatifs associés à la nourriture ou de fuite, exactement. J'ai une question que je trouve intéressante, juste avant que je continue dans mon pace un petit peu que j'avais planifié. Il y a quelqu'un qui avait posé une question que je pense qui vient de chez vous. En tout cas, je ne connaissais pas son nom, Alain Lavoie. Vraiment, ça vient de par chez vous. On va afficher la question, même si tu n'es pas capable de la lire pour les autres. Chez nous, oui. Je dis de chez vous dans le sens, je suis tellement habitué de ma communauté et les participants que j'ai l'impression que je ne connais pas son nom. Alain, dis-nous si tu viens de la page de Martin, si tu veux, je ne sais pas. Je trouvais ça intéressant. Que pensez-vous du terme qui semble prendre une place importante, être dans le flow? Est-ce qu'il y a une similarité avec la pleine conscience? Est-ce que tu t'es intéressé un peu à... Oui, ben, en psychologie moderne, maintenant, le flow, c'est comme la synchronicité de soi avec l'événement, le moment présent. C'est ce qu'on étudie dans le cerveau. Là. Il y a même un état là, au niveau cérébral qu'on appelle le flow, qui est vécu chez les athlètes de haut niveau, les virtuoses de la musique, les gens en méditation profonde, quand on fait des cérémonies de danse extatique. Tout ce qui est justement quand tout le stress mental s'apaise, tout est libéré. Et là, j'ai comme je suis en union presque avec le moment présent. Là. Je veux dire qu'il y a plus, ça pense plus en moi ou presque.
c'est là où, tu sais, imagine l'athlète olympique, la de faire son saut, puis c'est 20 000 vrilles. S'il se met à avoir une micro-pensée qui dit, hey, mon Dieu, je vais peut-être me casser le cou, c'est fini. Je veux dire, le corps jam, il n'y a plus rien. Fait que c'est une absence. C'est vraiment, je suis absorbé, je disparais dans l'exécution de quelque chose. Puis c'est comme si en moi, il y a une sagesse, une habileté, une compétence, même sportive ou artistique, qui prend le dessus, là, en dehors de ce qu'on appelle le moi rationnel, qui sont justement l'analyse, les jugements, les pensées, les petits commentaires, les blabla. Fait que le flow, c'est ça. Les gens qui pratiquent la méditation, on a observé dans leur cerveau, là, par imagerie mentale, etc., qui sont des gens en général qui, même dans la journée, dans des petits gestes comme laver la vaisselle, vont atteindre des états de flow. Je veux dire qu'ils vont juste être un avec le moment présent, un avec ce qu'ils font, un avec ce qui est là. C'est tout. Il n'y a absolument rien d'autre, comme une contemplation, une marche en nature, où à un moment donné, on le vit, là, cette espèce de. Puis il n'y a pas comme le flow ou du monde perturbé. Là. C'est comme, il y a des gradations aussi. Là, oui, c'est comme, moi je t'abrite ici, puis le monde sont dans le flow. Non, non, c'est pas les moldus puis les magiciens, là, comme dans Harry Potter. Mais, on est un peu des deux et on veut tendre vers un état de flow qui, dans l'état de flow absolu, effectivement, se vit à un certain haut niveau. Là. Mais je pense qu'on peut tout tendre à essayer d'être dans ce qui est, d'être avec ce qu'on fait et d'unir notre intention, notre cœur, notre esprit avec le moment présent. C'est ce qu'on veut finalement dans le flow. C'est un peu une forme de réduction de la friction. Tu l'as dit tantôt un peu, ouais. nos pensées, c'est souvent des distractions, puis là, ça Tout ce donne qui résiste. 100% de l'énergie. Là. Ah, regarde, tu vois, Alain, il nous a dit qu'il est naturopathe, ça arrive ça, mais il nous suit les deux. Ah, bon, Dieu, allô Alain! Salut Alain! Bienvenue. Ça fait plusieurs fois que tu mentionnes, mais je trouve ça intéressant parce que tu dis le terme pratiquer la méditation, puis on dit toujours ça, pratiquer la méditation, mais quand on parle de pratiquer, mettons, je dis pratiquer du violon, pratiquer du piano, pratiquer un sport, ça va de soi que c'est une pratique qui est fréquente, puis qu'il n'y a pas comme je ne vais pas pratiquer mon piano là pour être un pianiste maintenant, tu sais, d'une certaine façon. C'est comme quelque chose qu'on fait continuellement pour s'améliorer dans cette technique-là. Puis les gens ont tendance à oublier ça, tu sais. Fait que, c'est quoi le rôle de la méditation? Pourquoi c'est important de la pratiquer? À quelle fréquence tu recommanderais peut-être de la pratiquer? Fait que tout ça ensemble, la pratique de la méditation. La pratique. Bon, premièrement, il faut se dire aujourd'hui, si les gens n'ont pas encore ouvert un magazine de santé mieux-être dans les 20 dernières années ou la télé sur des athlètes et le monde des affaires, la méditation, les différentes pratiques, on va dire comme ça, de méditation. Oui, puis on va en parler tantôt. Peut-être pas en profondeur parce qu'elle a l'air d'en avoir 7 millions, là, mais en tout cas, au moins faire le tour puis que les gens, ça leur ouvre l'esprit à ça. Les catégories, là. Oui, exact. Donc, les pratiques de méditation, c'est le meilleur outil de prévention et même de régénération de tout problème de santé mentale. Ce qui veut dire ça prévient à peu près tout. C'est l'entraînement de l'esprit qui prévient le mieux, pas dans un absolu. Le plus la santé mentale et même, on le voit aujourd'hui, les maladies et tous les facteurs chroniques dus au stress. Il y a plus de 400 instituts de cardiologie, dont l'Institut de cardiologie de Montréal, juste en Amérique du Nord, qui enseignent la méditation parce que c'est prouvé scientifiquement que c'est la meilleure pratique, le meilleur outil. Entendez-moi bien, là, c'est aussi bon que des médicaments et peut-être mieux sans effet secondaire. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les cardiologues. De toute façon, la science est fascinante. Moi, je me suis intéressé beaucoup au sommeil puis la méditation et ça bat à peu près toutes les statistiques, même de la médication qui est prescrite. C'est complètement fou. Donc, je peux essayer de vous le vendre, mais ça fait 30 ans qu'on vous le vend. On devrait tout savoir ça aujourd'hui. Encore une fois, si on s'intéresse moins à la chose, la méditation et l'activité physique, pour moi, c'est comme le combo idéal. Là, parce que la méditation, c'est comme tout ce qui est bon pour avoir un mental, une psyché, une psychologie saine dans la vie. Puis le corps, c'est à travers l'activité physique qu'on lui donne les meilleures chances. On ne dit pas qu'on devient, c'est impossible d'être malade si on s'entraîne, puis on fait attention à notre santé, puis on mange bien. Il va y avoir à un moment donné certaines maladies quand même, là. Mais on va avoir le meilleur métabolisme pour faire face aux virus, aux parasites, aux maladies, aux infections. Mentalement, psychologiquement, émotivement, la méditation, c'est le meilleur outil, la meilleure pratique quotidienne pour pouvoir avoir le meilleur état d'harmonie, d'équilibre et de paix en soi par rapport à tout ce qui peut se présenter dans la vie. Fait on veut ça quand même, n'est-ce pas? Un coup qu'on sait ça, un peu comme toi sur l'alimentation et la condition physique, comment ça se fait qu'on ne le fait tout pas? Je ne le sais pas encore, moi non plus. Parce que pour moi, c'est un combo magique.
l'entraînement physique, l'alimentation, qu'est-ce qui rentre dans mon corps et qu'est-ce qui rentre dans mon esprit et dans mon cœur. Tout ça, c'est juste moi. Moi dans mon corps, moi dans mon cœur, moi dans mon esprit. Si je fais attention puis je prends soin des sphères de ce que je suis, là, pas juste le corps, aussi un esprit, ben, je me donne les meilleures conditions pour mieux vivre finalement, puis pas tomber dans des états de léthargie, là. Ce que je trouve vraiment intéressant, j'interromps le podcast quelques secondes pour vous rappeler que si vous avez un problème de santé en ce moment ou une insatisfaction par rapport à vos performances physiques ou même vos performances psychologiques, neurologiques, concentration, énergie, ça vous prend un plan d'action clair pour réussir à changer ça. J'apprécie énormément que vous écoutiez les podcasts. Continuez de le faire, c'est motivant, ça l'enseigne. Par contre, ce n'est pas un plan d'action étape par étape. Si en ce moment ta situation est insatisfaisante, je t'offre la chance d'avoir un rendez-vous avec un planificateur santé. Chez Révolution Santé, on a des planificateurs santé, des gens que j'ai formés moi-même pour réussir à diagnostiquer c'est quoi votre problème puis établir un plan d'action pour réussir à y remédier. Donc, si en ce moment tu as quelque chose qui t'insatisfait par rapport à ta santé physique, même ta santé mentale, ton énergie, tu peux prendre une consultation gratuite sur alexboily.com. Directement sur la page principale, tu vas avoir un bouton, un rendez-vous. Tu vas avoir une consultation de 45 minutes qui est là pour établir un plan et faire en sorte qu'on puisse améliorer ta situation de santé une fois pour de bon et de façon irréversible parce que c'est ça qu'on fait chez Révolution Santé. On veut des résultats permanents autant que possible. Si c'est ton cas, alexboily.com, va prendre un rendez-vous. Ça va te faire plaisir de t'assister. J'ai l'impression qu'on a de la difficulté à mettre des mots et je dirais même à la limite même de l'importance à cet état psychologique-là dans lequel on est. Comment on se sent émotionnellement. Je trouve que, puis ça, je vois ça plus en observant mes clients et ce qu'ils partagent, la plupart des gens se sentent victimes, j'ai l'impression, de leurs émotions. Tu comprends ce que je veux dire? Puis que là, ils sont comme, nous, mais la grande émotion qui n'est pas vraiment une des émotions, mais ce qui est la motivation, ce désir-là un peu de passer à l'action, la plupart des gens se sentent victimes de ça, au sens où je ne suis pas motivé en ce moment, puis souvent ils culpabilisent, je me trouve poche là-dedans, je ne suis pas bon, ou d'être stressé, souvent on culpabilise puis on ne se sent pas bon de réussir à faire ça. Puis je trouve ça extrêmement intéressant que tu amènes cet aspect-là, de dire, cette portion-là, puis même là, je prends pour ma paroisse normalement, justement, alimentation, entraînement, mais mettons que j'ai à choisir entre les deux, t'es quasiment mieux d'être en mauvaise santé physique, mais en bonne santé mentale parce que tu vas être bien au moins. Tu comprends-tu un peu le référent? Ça va être bien avec ton mal-être physique, oui. Ça va être bien avec ton mal-être physique. Ça va être bien de te souffler à monter 3 marches. Il y a tout ce... C'est ça, tu vas te calmer, bien vivre avec ça. Tu vas mieux gérer tes émotions en étant essoufflé, en montant l'escalier. Mais c'est fait qu'effectivement, il y a comme tout ce... Mais c'est ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on met de côté puis qu'après, on se sent victime, mais dans le fond, on a une grande part de responsabilité face à cette situation-là. Et ils cohabitent. La motivation, là, c'est pas compliqué, ça va dans l'action. C'est comme, tu peux pas te motiver. C'est très difficile de se motiver tout seul sur ton sofa. C'est aussi une espèce de... On comprend pas bien ce qu'est la motivation dans la vie, là, qui vient du mot mouvement, d'ailleurs, motivation. Je veux dire, mets-toi en mouvement, tu vas être motivé. Pour te motiver à faire du sport, fais un petit peu de sport, te motiver à bien manger, mets des bonnes choses dans ta bouche, te motiver à méditer, médite 5 minutes, respire, tu vas voir à quel point ça fait du bien de t'enrager sur quelqu'un puis de crier des bêtises dans la voiture ou en arrivant chez vous. Respire 3 grands coups, puis après ça, tu te dis, écoute, si je le ferais 10 minutes, ça serait peut-être encore mieux, et ainsi de suite. La motivation, ça vient dans l'action. Attends pas d'être motivé pour agir sur ce qui te démotive, tu vas rester démotivé. C'est comme une spirale là, qui finit plus. Fait que la motivation, ça vient dans l'action, ça vient en faisant quelque chose. Sinon, effectivement, ça entretient le sentiment d'impuissance, la culpabilité, la honte, le jugement, le repli sur soi, tous des états qui maintiennent encore plus dans l'inaction et qui sont encore moins motivants. Dans notre cerveau, il y a de l'endorphine, de la dopamine, il y a des hormones de récompense qu'on appelle, qui se déploient quand tu fais quelque chose. Fais-les, tu vas être motivé. Tu ne le fais pas, tu n'es pas motivé. Puis après ça, tu vas voir, tu vas être récompensé dans ton cerveau, il va y avoir un petit feel good qui va venir. En méditation comme en sport, comme dans la bonne alimentation. Attends pas que la récompense soit tout de suite non plus. Elle va venir, mais persévère. Dans la vie, on est dans une société de facilité, d'accessibilité. Je pense quelque chose de commande sur Internet, ça m'apporte dans une heure. Il y a comme cette espèce de pensée magique-là où tout devrait être facile, pas prendre trop de temps, pas d'énergie, pas d'argent. C'est comme, tout vient de l'extérieur aujourd'hui. Oui. Ça vient jamais de soi. Fait que les médecins règlent nos problèmes, puis c'est ça, Amazon nous livre nos solutions. Puis la bouffe arrive sur Uber Eats, puis c'est comme je me fais pas manger, mais j'ouvre la bouche, ça m'arrive dessus.
C'est pas ça, méditer, c'est pas ça vivre. Je suis mon Ouais, outil non. de développement, je suis mon outil de croissance, je suis mon outil de bonheur. Je peux-tu m'aimer assez pour me donner les meilleures chances de vivre heureux? C'est ça la grande question de la méditation et des pratiques saines de vie. C'est ce que je m'aime assez? Est-ce que j'aime assez la vie, l'existence, pour me donner les meilleures conditions, moi, là, intérieurement? Mon corps, mon cœur, mon esprit. Est-ce que je peux là-dedans créer les meilleures conditions pour m'épanouir, vivre puis amener du beau puis du bon autour de moi? C'est ça la grande question. Si c'est non, ben, bye. Si c'est oui, restez, écoutez-nous et faites ce qu'il faut pour et mettez-vous en pratique. L'effet de la méditation, il est bon quand on la pratique tous les jours. L'exercice physique, selon moi aussi, en ce sens que, on ne fait pas Ben, des c'est ça, certain. entraînements physiques intensifs tout le temps de la même intensité. Mais c'est clair que tu peux aller marcher entre deux trainings, puis tu bouges dans ton corps, tu t'étires, tu fais n'importe quoi, tu fais quelque chose. Être avec toi-même, c'est impossible d'être comme en distraction mentale, puis en non-maîtrise de soi pendant 23h45, puis penser que pendant 15 minutes, tu fais une pratique de méditation, ça va régler les 23 autres heures. C'est des 15-20 minutes au début, puis après ça, un petit retour le soir. Puis dans la journée, je respire, puis j'essaie de voir ce qui est là dans mon esprit quand je perds le contrôle des émotions. Puis je me responsabilise en ayant l'outil de transformation tout de suite accessible à travers les pratiques que j'aurais découvertes en lisant des livres comme les miens ou faisant des podcasts comme celui-ci, etc. Fait on veut ça dans la vie. Puis là, en ce moment, c'est hyper accessible. Moi, j'ai appris le sanskrit dans ma vingtaine pour lire le Dhammapada, puis les écrits bouddhistes, puis aller au Népal et tout ça pour recevoir les enseignements. Je devais me payer un interprète qui parle du tibétain à l'anglais dans mon oreille quand j'étais chez les maîtres ou chez les Dalai Lama à Dharamsala. Aujourd'hui, là, c'est en français, c'est là, vous ouvrez votre téléphone. Il n'y a rien de plus facile. Là. Sport, activité physique, même chose. L'entraîneur, là, il est au bout de ton téléphone. Là. Fait que, puis les running shoes sont déjà dans tes pieds si tu veux. C'est assez facile. Et peut-être parce que c'est facile, ben, ça ne demande pas assez d'énergie pour le faire. Je reste dans un manque d'énergie. J'ai de la misère à me mobiliser aujourd'hui. Les gens ont de la misère à se mobiliser pour ce qui leur fait du bien parce que dans la facilité, il n'y a plus d'énergie. Et le quotidien est facile, fait qu'il n'y a pas de carburant énergétique pour passer à l'attaque. Dans un monde où je sortais, puis il y avait un mammouth qui veut me passer dessus, puis je devenais une crêpe, là, je te dis qu'on avait de l'énergie à l'intérieur de Ouais. nous. Il y avait comme un niveau de vigilance, de yes, là, aujourd'hui, on est mollusque, puis venir, on dit, hey, là, il faut que je sois warrior. Wow, là, warrior, il n'arrive pas de main. Fait que c'est comme si notre mode de vie aussi nous donnait une accoutumance d'un état un peu inertique à l'intérieur de nous, là, où on manque de carburant, T'as puis on raison, ne je se rend pas comprends. compte à quel point on manque de carburant. Puis quand c'est le temps de passer dans une action, ben, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de pédale pour que ça se mobilise intérieurement. Mais si on ne commence pas, ça n'arrivera pas non plus. Fait qu'il est là le piège. Tu as raison, mais je pense de toute façon, tout le monde est capable au moins de voir même si ce n'est pas dans la dimension de la santé, au moins une journée dans laquelle là, tout va bien. Là, tu te lèves, Oui. tu le fais ton entraînement, puis là, bang, 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 tu es une machine à action, puis tu l'as l'énergie, puis sortir Oui. des poubelles, c'est pas comme, ah là, il faudrait que j'aille sortir des poubelles, c'est juste comme, ah moi, c'est 15 pas par là, puis je n'ai déjà fait 480 000 dans mon entraînement ce matin, pas 10 pas qui va me, tu sais, fait que là, tout à coup, tout devient plus simple. Fait que tu as raison que l'énergie vient là-dedans un peu. On va aborder, il y a une couple de questions qui rentrent, puis en passant, gang, à la fin, on prendra un petit peu de temps pour Cool. répondre Pas tout plus le monde. spécifiquement aux questions. Je voulais juste rentrer dans une couple de généralités. Fait qu'il y en a, je t'ai vu Chantal là, qui me dit, moi, ma question, j'ai pris la question d'Alain parce qu'elle fitait un peu avec l'histoire de la pleine conscience qu'on est en train de parler. Mais je vais en prendre à la fin. Mais il y a déjà des questions que je vois qui, je pense, j'ai hâte d'avoir ta réponse, tournent autour de la solution d'instaurer un mode de vie qui inclut la méditation et de la pleine conscience dans ça. Fait abordons le sujet. Tu l'as déjà dit un petit peu tantôt, tu as dit, c'est peut-être de faire un petit 15 minutes là, une heure ici, une heure... Ouais. Bon, peu importe. Dans ta perception des choses, puis on parlera après, si tu veux, des méthodes ou tu le mettras à travers, mais je te cède un peu le micro dans tes propres enseignements, tu as le plus l'habitude de faire. À ton avis, c'est quoi les règles d'intégrer un bon mode de vie, justement, pour de pleine conscience, de méditation, pour être un peu plus à l'écoute de soi, puis là, mieux contrôler, parce que les problèmes qui sont déjà cités, c'est des gens qui vivent un stress, une anxiété un petit peu plus fréquente ou qui ont des troubles du sommeil parce que leur tête n'arrête pas de tourner, justement, puis qu'on a tendance, comme tu l'as dit, de faire, je vais juste faire un 10 minutes avant de me coucher, puis ça devrait être la solution, mais de la même façon que si tu as un marathon demain, aller jogger la veille, c'est pas ça qui va te permettre de faire ton marathon. Merci. C'est quoi le style de c'est vie? exactement ça que je pense. C'est quoi une fréquence qui est raisonnable? Je te cède un peu le micro là-dessus.
Premièrement, il faut faire du ménage chez vous, il faut faire du ménage dans votre vie. Ça, c'est une affaire sûre. Là. Il y a assez de décorations inutiles dans votre salon. Mettez-vous un tapis d'entraînement puis de yoga, mettez-vous un petit boudin en avant, puis mettez-vous un coussin de méditation. Il y a sûrement de l'espace dans la vie où il y a assez de... Faites le tour de chez vous tout de suite, là, après le podcast. Là, regardez tout ce qui est inutile, que vous ne regardez pas, vous admirez pas, puis qui ne sert à rien. Et après ça, dites-nous pas que vous n'avez pas de place pour méditer ou pour faire l'exercice physique. Il y a plein de cossins qui ne servent absolument à rien dans nos maisons. Alors, créons de l'espace. Créons de l'espace aussi de temps. Regardez, faites-vous. On fait des journaux là, de nutrition diététique. Moi, je l'ai fait quelques fois dans ma vie, puis je travaille avec Isabelle, puis d'autres là, qui font ça et qui promouvoient encore ça, juste pour faire de la prise de conscience. Si vous vous dites que vous n'avez pas de temps, prenez-vous un petit bout de papier. Regardez ce que vous avez fait de votre journée hier, avant-hier, la journée d'avant, puis faites-vous ça sur une semaine. Vous allez voir, puis essayez de regarder là-dedans qu'est-ce qui sert vraiment à votre épanouissement personnel, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui amène de l'énergie, qu'est-ce qui vous nourrit d'énergie positive, là? Qu'est-ce qui vous donne une vitalité. Puis tout ce qui sert à rien intérieurement puis qui nourrit rien de positif en vous, tassez ça, méditez à place, faites du sport, respirez, faites du yoga, n'importe quoi qui vous fait du bien. Allez en nature, et là, vous allez voir qu'il y a des pratiques, il y a de l'espace pour pratiquer ce qui nous fait du bien dans la vie. L'idéal, c'est le plus tôt dans la journée, le mieux. C'est pas compliqué. Tu te lèves, tout le monde va te parler sur ton téléphone ou sur Internet pour te faire n'importe quoi d'inutile, puis tu vas te mettre à Netflixer ou je ne sais pas trop quoi, ou tu vas te prélancer une demi-heure de plus dans ton lit. Ça ne te sert à rien, c'est le temps de te réveiller, c'est le matin. Ouh, yeah, Blanche-Neige, les sept nains, c'est le soleil, des animaux. Mais le matin, c'est joyeux. On est censé faire tout ce qui va nous mettre dans l'état d'esprit neurologique, notre biochimie cellulaire et neuronale devrait être activée le plus tôt possible dans la journée. Et ça te permet de, après ça, peut-être perdre du temps dans bien des affaires qui ne t'apportent rien intérieurement, mais qui sont là dans notre journée. On va te faire du ménage comme il faut. C'est minimum 15 minutes 2 fois par jour ou 1 fois 30 minutes méditer pour que ça fasse du bien et que ça active des nouveaux circuits neuronaux puis ça transforme notre matière grise. J'ai une question. Minimum. Oui. Une question juste avant, parce que là, je prends ta chronologie, je me lève, je médite. Pour ceux qui vivent de la difficulté, justement, parce qu'ils sont endormis le matin, ils font moi, je ne suis pas capable de le faire là. Est-ce que tu recommandes quand même de le faire le matin ou de changer de Fais du méthode? sport avant, puis après ça, médite. Good. Fait qu'on a vraiment de la circulation C'est pas sanguine, compliqué. on Oui, c'est ça. s'éveille. C'est standard le matin. Prendre une douche froide, prendre une douche tiède, médite. Il y a plein. Nous, tu sais, moi, j'ai vécu dans des ashrams, j'ai vécu dans des monastères bouddhistes longtemps. C'est sûr que le lit n'est pas confortable comme le nôtre. Premièrement, ils ont tous des bons trucs. Là, il fait fret le matin, il n'y a pas de chauffage comme ici ou de climatisation. Tu as hâte de sortir de ton lit puisque c'est pas confort. Puis la douche, elle va être tiède, il n'y a pas de. Tu sais, elle va être tiède ou froide. Ben, veux pas, puis après ça, tu vas faire des marches méditatives avant de méditer assis. Ou tu vas faire des exercices de respiration. Tu ne médites pas comme endormi, en somnolence. Puis si vous ne pouvez pas, c'est rare qu'on ne peut pas le matin. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, Martin, moi, je me lève à 3 heures du matin pour aller animer Salut Bonjour. Ben, ce n'est pas le cas de tout le monde. Fait que vous devez vous lever comme entre 6 et 8, là, ce qui est la moyenne habituellement. Une demi-heure de plus, moi, c'est une demi-heure de moins de sommeil toute ma vie, là. Sinon, je vous le dis, c'est dur de mettre ça dans la journée. Sinon, vous le faites en arrivant le soir, puis vous faites la première chose que vous faites. Sinon, là, il va y avoir quelqu'un d'autre ou quelque chose sur Netflix ou à quelque part, ou un apéro qui vous attend, ou quelqu'un qui arrive dans la maison en surprise, puis ça ne passera pas. Là, je t'ai un Avant peu le dodo, c'est interrompu. dur. Le Oui, temps, tu nous as dit quoi? 15? mais c'est soit 2 fois 15 minutes, 1 fois 30 minutes, 20 minutes, là, c'est un minimum au niveau de la neuroscience là, pour avoir un impact Intéressant. cognitif là, puis au niveau des hormones, du système immunitaire, et tous les bienfaits là, de la méditation reconnus. C'est un minimum de 20 minutes. Aidez-vous avec des méditations guidées, tout le monde. C'est super plate, puis long méditer toute seule quand on débute, puis on n'a pas d'outils de méditation. C'est comme l'entraînement physique. Tu ne peux pas commencer toute seule à faire du n'importe quoi, n'importe comment. C'est une science, c'est un art, c'est une expertise. Moi, je médite, ça fait 27 ans dans ma vie. J'ai passé le tiers de ma vie en Inde, au Népal ou en Asie, dans des ashrams ou dans des lieux où les maîtres spirituels de ces traditions-là m'ont enseigné. Moi-même, je continue toutes les années à avoir un minimum d'un mois intensif de méditation, de pratique dans un de ces lieux-là. Je reçois des enseignements, puis je suis des cours en ligne aussi. Je me forme toujours, je pratique, je suis guidé, je lis tous les nouveaux livres. Là, je suis en train de dévorer l'anthologie de Thich Nhat Hanh, entre autres. Je retourne à des écrits bouddhistes que je n'ai pas lus, ça fait longtemps. J'entretiens mon espace, puis je parle à du monde qui s'entraîne, qui me motive physiquement. Mes amis qui sont coachs, sportifs, puis je vais me faire entraîner dans différents lieux que je nommerai pas, mais tu sais, puis j'ai un entraîneur privé, parce que sinon, je ne le ferai pas. Je vous le dis, là, moi, j'ai de la discipline joyeuse pour méditer, faire de la pleine conscience, puis de la respiration. Le reste, ça me prend quelqu'un qui m'accompagne, qui me dit hey, Martin, j'ai hâte de te voir à 2 heures aujourd'hui, je t'attends.
puis là, je suis là. Ça, c'est moi. Je pense qu'on a tous besoin d'aide, d'accompagnement, de mobiliser du temps. La méditation, c'est 2 fois 15 minutes par jour ou 1 fois 30 minutes tous les jours. Fait Voilà. qu'organisez-vous pour trouver ça le fun, puis méditer, ce soit pas plate. Organisez-vous pour que vous entraînez mentalement, vous entraînez spirituellement, ce soit le fun, puis pas plate. Entendez-moi bien, si c'est plate, c'est juste à cause de vous. Vous faites ça austère dans votre salon tout seul, les lumières fermées avec personne qui vous guide, le matin, à moitié endormi. C'est plate. S'entraîner, c'est la même chose. Si vous êtes seul dans votre salon, en avant d'un mur, pas de musique, pas rien, pas personne, ça va être plate dans 1 semaine, 2 mois, ça va être fini. C'est quelque chose de plus intéressant dans un écran quelconque. Parlons justement des différents types de méditation qui existent. Je sais, c'est un peu compliqué là, des fois de connaître la méthode en soi. C'est plus pour ouvrir l'esprit des gens puis Oui, comprendre qu'il existe plein d'affaires. C'est quoi les avantages d'un, les oui. avantages de l'autre. Si, je ne sais pas, tu as peut-être plus l'habitude de les enseigner, mais s'il y en a que certains types de personnalités ou fit mieux avec certaines choses, mais amuse-toi, essaie d'ouvrir l'esprit des gens à savoir ce qui existe justement pour voir en quoi ils peuvent avoir du plaisir un peu à méditer. Mais tu sais, c'était mon grand mandat dans la vie d'ouvrir, de montrer la richesse et la diversité des pratiques de méditation. D'ailleurs, j'ai écrit 3 livres, là, je suis dans mon 4e, mais mon premier livre, c'était que là-dessus, les différents types de personnalités, les méditations, pour que tout le monde se sente concerné et on n'ait pas 90% de la population qui dit moi, je suis actif, fait que je ne médite pas. Mais, tu sais, les plus grands athlètes et tous les sportifs méditent. Fait que, tu ne dois pas être plus actif qu'un athlète olympique. Là. Non, je pense pas. Et lui, il doit faire des pratiques de pleine conscience et de méditation pour arriver au niveau sportif qu'il est. Fait que toi aussi. Hein? Alors, les méditations, là, il y a, on va dire 5 ou 6 grandes catégories. Première méditation, première pratique qu'on appelle, c'est la pleine conscience. Donc, ce sont notamment des pratiques de concentration et d'attention posées sur le corps, le souffle, les sons, les pensées. On place notre esprit, c'est pratiquement, on pourrait le dire d'une façon, dans le langage populaire, comme un exercice de concentration, à quelque part. Ça, c'est les pratiques de pleine conscience. Et après ça, toute la sphère des méditations guidées, méditations qu'on appelle analytiques ou qu'on va appeler de sagesse, qui transforment notre esprit, qui transforment nos schémas de pensée, puis qui transforment le cerveau. C'est là où on va méditer sur la compassion, la paix, la gratitude, l'analyse sur l'impermanence et ainsi de suite. Fait que c'est des méditations guidées beaucoup plus dans les traditions tibétaines, souvent, qui est comme pas mal le lieu des méditations aujourd'hui. Là, on est très inspiré des pratiques tibétaines depuis 40 ans. Des méditations sur lesquelles on va donc transformer l'esprit puis suivre une analyse pour créer des croyances nouvelles puis libérer les pensées négatives. C'est ce que tu nous parlais un peu tantôt, là. C'est que Oui, c'est une forme de réflexion dirigée, dans le fond. exactement, sur lesquels on se ramène, on se ramène, Ouais, c'est puis là, ça. on réalise un objet intérieur. On dit là, je file la gratitude. Puis là, hop, j'ai atteint l'objectif de ma méditation. Transformer mon Juste état, mon humeur intérieure. parce que là, c'est complètement par rapport avec le sujet, mais oups, mon esprit qui part et qui revient, je voulais juste mentionner aux gens, vous voyez, là, Martin aussi vit ça. C'est des fois, les gens pensent que Oui, de réussir la méditation, parce que moi, je me rappelle quand j'ai commencé à méditer il y a longtemps, je, je me rappelle d'une fois là, où j'avais fait, je ne sais plus combien, comme un 30 minutes probablement, où j'ai atteint vraiment un état parfait. Là, oui. là j'avais vraiment l'impression qu'il n'y avait plus aucun temps qui existait, il n'y avait plus aucun inconfort qui existait. Puis dans ma tête, le lendemain, j'étais comme ah, enfin j'ai gagné, j'ai Oui, trouvé comment ça yes! fonctionne. Le lendemain, la plus dure méditation que je fais de ma vie, je ne suis pas capable Voilà. d'être Parce que là, tu avais concentré. l'impression que ça ne demandait plus d'effort. Et là, tu n'en as Exact. pas mis psychiquement, tu n'as pas mis d'effort. Puis là, c'était comme ton entraînement. Ton pire entraînement, c'est là où tu n'arrives pas en warrior. Puis tu Ouais. dis, ça va être facile aujourd'hui. Hier, je t'ai levé ça. Là. Puis là, tu arrives, puis il n'y a pas d'énergie. Tu es comme, voyons, j'ai rien mobilisé là, pour décharger du carburant. Ben, c'était la même chose en méditation. Et il y a Fait que donc pour les sportifs, le succès, c'est pas justement de ne pas avoir de non, distraction. Souvent, on non, fait la comparaison c'est de se en ramener. entraînant, on lève des poids. Donc, Ben oui. la méditation, c'est de se ramener Ah à oui, une c'est de focus. ramener, focuser, revenir 1000 fois plutôt qu'une. Tu sais, c'est ça la méditation, c'est cesser d'être dans un mode de distraction compulsif, obsessif et ramener justement en maîtrise, une maîtrise sur la pensée, sur l'esprit puis sur le mental. C'est ça la pratique, mais on l'entraîne ça. Et il y a des méditations qu'on appelle contemplatives, ce qui veut dire je regarde un objet, je regarde une nature. C'est dans les pratiques zen aussi, on a ça.
où on va se laisser absorber. Souvent, c'est des méditations qui se font les yeux ouverts, où on va aussi contempler un mantra, c'est-à-dire des sons, un chant, une prière, etc. Toutes ces formes-là de contemplation, c'est aussi dans les traditions shintoïstes au Japon, on appelle ça des bains de forêt, où on s'en va dans la nature et on se laisse comme être absorbé par les sons, les odeurs, la nature, l'atmosphère ambiance, et on va comme marcher jusqu'à disparaître dans la forêt et devenir la forêt. C'est comme ça qu'on le dit d'une façon plus poétique, là. Mais faites-vous-en pas, personne, on ne disparaît pas. On nous voit encore. Et il y a les autres méditations, on pourrait dire toutes les méditations actives. Ça, on pourrait inclure là-dedans les pratiques de respiration. Aujourd'hui, on parle de breathworking, de pranayama, on parle de respiration profonde, abdominale, pour stimuler le système nerveux parasympathique, le cool, le down. Et il y a les méditations actives dans le mouvement. Je veux dire, il y a le power shaking, il y a des méditations kundalini, il y a des formes de yoga. On pourrait dire que les asanas, c'est une méditation, je vais amener mon esprit dans un mouvement et un flow au niveau physique. Et il y a beaucoup de méditations physiques comme ça. La danse extatique, hein, qui est un gros mouvement en ce moment, là, j'en parle à TVA cette semaine à Bien avec Saskia samedi, là, ceux qui sont là en direct. Parce que justement, il y a un mouvement planétaire en ce moment de festival de danse extatique, dans les studios de yoga en ce moment partout. Ben, c'est un espace où les sons, la musique, tout est fait pour nous rentrer dans un univers où on lâche le mental, puis c'est le corps, le rythme, la joie qui prend toute la place. Fait qu'encore une fois, c'est toujours libérer l'esprit des négativités, cesser d'être obsessif puis accroché à ce qui nous fait souffrir en dedans de nous. Puis même les émotions dans le corps, ils se libèrent. Puis là, il y a un espace de paix naturelle puis de pleine, claire conscience qui peut apparaître. C'est les formes de méditation. T'es un pro, très clair, très concis. J'adore ça. Il y a une couple de personnes que la pleine conscience, justement, c'est-tu quelque chose ou ça serait-tu du contemplatif que dans un peu n'importe quelle activité, on peut faire ça? Est-ce que c'est quelque chose qui doit se faire les yeux fermés ou non, justement, on peut juste être... Ben, après ça, dans la vie de tous les jours, on va appeler les bienfaits de la méditation pas une pratique officielle. La pratique officielle, c'est vraiment quand je pratique. Et après ça, on pourrait, encore là, c'est juste des mots, là. On pourrait dire qu'on pratique toute la journée la méditation, mais les états intérieurs que va nous amener la méditation, vigilance, présence à soi, instant présent. Moi, j'ai un petit poil de chatouille, je pense qu'il se promène, le chat. Si vous voyez des petits lucioles, c'est pas des lucioles des fois. C'est de la ouate. Mais, et ces états-là vont amener effectivement dans la vie de tous les jours, une espèce de pratique dans le quotidien. On appelle ça meditation in action. Mais ce n'est pas des méditations actives, c'est juste dans la vie de tous les jours, dans l'action du quotidien. À un moment donné, je suis absorbé dans ce que je fais. Je m'en vais marcher entre deux réunions. Je suis sur mon pas, ma respiration, les sons qui sont là. J'amène ma pratique de méditation, plutôt les états de vigilance, de conscience, de concentration, de paix mentale dans le quotidien. Ben oui, C'est la récompense, comme c'est l'effort comme de physique. monter les escaliers et de ne pas être Mais oui, essoufflé, c'est juste tu n'es les pas en train de bienfaits. faire ton exercice, c'est ton bienfait que tu découvres là. Tu es en forme, mentalement, tu es apaisé, tu es dans la joie, tu as un état d'esprit plus positif. Ben ça, c'est ta récompense. Enjoy. On a une couple de questions. Là, je sais qu'il y a des questions qu'on a peut-être eues. Il y a des questions qui étaient un peu plus nichées aussi, puis peut-être que tu as déjà répondu, puis au pire, tu répéteras juste c'était ça, c'est pas grave, mais d'avoir ton. Fait que si vous avez des questions, là, j'en ai probablement perdu. Vous avez, je pense qu'on est rendu avec comme plus de 100 commentaires. Là, fait qu'il y en a qui les ont posés dans les 3 premières minutes, là, fait que c'est un petit peu difficile de revenir. Vous êtes Fait que si encore jamais là. vous avez des. C'est ça les questions. Je le sais que oui, je les ai vues. Posez-les, on va prendre un petit tour par rapport à ça. Là, il y a plein de gens qui te posent des questions sur tes livres, tes cossins. On peut plugger tout ça si tu veux tout de suite. On peut tout blaguer. Avant d'arriver aux questions, les J'en questions ai même pas rentreront avec en moi. parallèle. Non, Ah oui, je les mais ai. Ils sont dans ma bibliothèque. c'est comme tu veux, tu peux aller les chercher si tu veux. Puis après ça, elles sont vraiment Petit proches. boudin intérieur, le premier, ben, j'ai des grands bras, ils ne sont pas proches, des années de yoga pour ça. Réveillez votre petit boudin intérieur. Premier livre, les pratiques de méditation, tous les types de méditation qui existent dans le monde, expliquer, commenter en pratique, c'est là-dedans. C'est encore en librairie en Europe, au Québec, partout. On en vend encore plus de 10 000 copies par année. OK, après ça, chronique d'un bouddhiste urbain, pleine conscience dans le quotidien. On ne voit pas le titre pantoute, mais en tout cas, ça Ouais, la ressemble à ça. lumière. Oui, ben, puis après ça, amener la pleine conscience et s'éveiller à des nouvelles pratiques on va dire, de sexualité sacrée, de transformer la relation à son corps, la vie à l'amour.
Guide pratique du tantrisme moderne, plus de 30 000 copies vendues juste cette année en Europe. Nouveau format poche, tout cute, tout merveilleux. Fait que vous avez ça comme outil si vous voulez, mes amis d'amour. Sinon, martinbilodeau.com, on va tout découvrir. Exact. Ouais, c'est ça. As-tu tout ça sur Martin Bilodeau? Tu peux pas dans toutes les librairies. Ouais, c'est partout. Googlons-nous, là, puis voilà. Ouais. Mais je suis content des livres, c'est le fun, c'est un bel accomplissement. Je suis content que ça se vend encore beaucoup, puis que ça veut dire qu'ils sont pertinents. J'ai dû bien faire ma job. C'est un défi pour toi d'écrire? Non, c'est une joie, mais c'est un défi dans mon agenda. Parce que vu que j'enseigne dans 5 et 10 pays différents par année, dont beaucoup en Asie, puis des allers-retours dans différents continents, puis les agendas, les projets télé, tout ça. Fait que, prendre l'espace maintenant d'un livre, là, c'est pas un an que je suis dans mon 4e livre, c'est plus long que les autres, là, avec l'agenda que j'ai. Fait que c'est pas un défi, j'aime beaucoup écrire, j'ai écrit toute ma vie. Même mon premier récit de voyage à 17 ans, j'ai écrit vraiment toute ma vie. J'ai tous mes récits de voyage, j'ai tous les enseignements que j'ai reçus des maîtres, même décédés aujourd'hui. J'ai tout ça en détail là, sur des livres et des livres et des livres. Mais dans l'espace-temps, c'est difficile là, en ce moment. Je consacre parce que moi, je me mets tellement de pression. Je suis en train d'écrire aussi en ce moment, puis je me mets tellement de pression sur, genre, écrire dans mon quotidien. Oui. Ça fait quand même partie de ma vie aussi, mais là, on dirait que le rendre formel, puis tu sais, il y a quelque chose de... Il y a une pression. Beaucoup de pages, là, oui. Puis tu sais, pas se répéter, fait que tu peux pas, moi, des affaires, là, c'est pas un an que j'écris mon livre, je suis comme, OK, je suis obligé de relire les premiers chapitres, parce que, qu'est-ce que j'ai écrit, mais là, je me fais une pré-étape des matières. En tout cas, ça demande aussi de la méthode, puis bon, après ça, les éditeurs vont nous réviser 40 fois, puis nous refaire travailler, mais il faut quand même faire nos classes avant, là, puis il faut le faire joyeusement, je pense, mais c'est vrai, tu as raison que ça demande... On n'a pas un mode de vie où on est en contemplation, écriture, réflexion pendant des heures dans notre journée. Là. Ben, c'est comme le rêve utopique. Moi, je passe mon temps, puis c'est jamais arrivé encore. Là, ça fait 8 mois là, que je suis là-dessus, puis je rêve je pense que je prendrais 4 jours, là, puis je ferais juste ça. Ouais. Puis là, j'aurais... Mais ça arrive jamais. Moi aussi, mais après ça, il y a du monde qui me disent non, tu ne peux pas disparaître pendant 3 semaines à aller écrire sur une île déserte. Bon, on va regarder ça, ces questions-là qui sont rentrées. Méditation en groupe, est-ce bon? C'est ça la question. Tes commentaires de méditation en groupe? C'est sûr que c'est nécessaire si on veut recevoir souvent des enseignements. Moi, à l'époque, on n'avait pas le choix. On vivait dans des ashrams à 200 personnes, à coucher dans un dortoir en Inde pour recevoir des enseignements sur la méditation. Aujourd'hui, on peut le faire chez nous tout seul, mais je pense que l'énergie du groupe nous permet de rester plus longtemps, nous permet de nous dépasser, nous permet de nous ramener plus vite, parce que là, d'un coup, on est inspiré par les gens qui sont là. Ça. Et en groupe, il y a aussi des enseignements plus longs. Moi, j'ai des retraites spirituelles, des retraites sur la pleine conscience au Québec ou en Europe ou ailleurs, des semaines même intensives. Fait que, tu sais, ça permet l'intégration des bienfaits, la transformation profonde réelle qui, après ça, fait une pratique plus facile au quotidien. C'est pour ça aussi que le groupe il est important. J'imagine que la réponse est tout le monde, mais il doit y avoir certains cas particuliers. J'allais dire tes retraites, mettons, dans quel contexte que tu dirais c'était vraiment un must, une nécessité d'être là, que tu fais « wow, c'est un... » Puis je sais que tu en fais plusieurs dans plein de formats, mais y a-tu des gens pour qui tu prescrirais, pour vous qui êtes dans cette situation-là, c'est vraiment une expérience qui va être transformationnelle pour vous autres? C'est comme je dis, j'imagine la réponse, ce serait tout le monde, là. Mais je sais pas si tu as des Mais c'est un peu comme l'entraînement physique, c'est comme c'est toujours bon, puis c'est toujours le bon moment pour faire un bootcamp, un intensif ou se discipliner sur l'agenda. Mais il est vrai que ce que je vois, parce que je peux dire de cette façon-là, ce que je vois, les gens qui viennent beaucoup chez moi, puis des fois, ils font 6 retraites dans une année de fin de semaine, là. Après ça, ils viennent avec moi en Inde, puis partout, c'est des gens qui sont dans des périodes de remise en question. Où ce que je vais, parce que là, il y a une urgence de se reconnecter à soi. Il y a toujours une urgence de découvrir ce qui est là dans mon esprit, mon mental, ce qui m'habite comme pensée, mais quand la vie n'a plus de sens, quand je suis écœuré de tout, quand je suis blasé de tout, quand je suis ennuyé de tout, là, il y a une urgence. Ou quand je suis en colère contre tout, là, c'est le temps de faire un gros ménage de printemps là, à l'intérieur de mon esprit, dans mon cœur, puis dans moi. Et là, effectivement, c'est vraiment le temps de planifier dans votre agenda un moment, même si c'est dans 3 mois, 4 mois, pour vous dire, OK, là, je m'arrête une fin de semaine, puis je me laisse guider dans des méditations, je me permets de rentrer plus en profondeur dans ma pratique, puis je reçois des enseignements aussi de psychologie positive et autres là, qui vont me faire du bien. Chantal m'a posé la question tantôt, j'en ai parlé un petit peu, mais savoir si c'est une prescription plus précise. Justement, la tête remplie là, qui n'arrête pas de tourner dans la nuit. Fait que Chantal, c'est une ancienne entrepreneur, fait qu'on se reconnaît beaucoup, moi puis elle, qui a 1 million d'idées.
est-ce qu'il y a une prescription différente de pratiquer vraiment assidûment, quotidiennement, le 30 minutes que tu faisais référence tantôt? As-tu d'autres trucs? Ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, peut-être que les pratiques avant le sommeil sont bonnes et on va, au lieu de faire des pratiques de méditation proprement dite, on va faire des pratiques de détente et respiration profonde. Et il y a des méditations là, spécifiques qui sont faites. Moi, j'en ai déjà même fait sur des CD, là, méditation et sommeil profond, etc. Tu sais, il y a toutes sortes de googlés, là. Il y a des YouTubers de partout dans le monde qui en font maintenant des maîtres spirituels, même dans l'hypnose. Il y a plein de choses qui se font en ce moment là, pour le syndrome de la nervosité mentale chronique là, qui fait en sorte que c'est la nuit qu'on dirait que le mode créatif se réveille ou le mode anxieux se réveille le plus. C'est juste que je ne suis pas distrait. Fait que je suis pogné toute seule avec ce qui est en dedans. Je suis tout seul dans la maison. Fait que là, je vois qu'il y a du ménage à faire et que c'est le bordel. Et ça paraît plus gros que c'est, mais c'est là toute la journée. C'est ça le problème. C'est que toute la Ouais, journée, c'est ça que j'allais dire. c'était là. C'est juste que là, il y a une obligation de s'apaiser. Il y a aussi d'autres pratiques naturopathiques, on le sait. Il y a aussi l'alimentation qui va aussi beaucoup influencer la stimulation du système nerveux pour influencer ou non un bon sommeil. Il y a diminuer les lumières chez vous, 0 réseaux sociaux 2-3 heures avant de se coucher, faites des activités de détente. Commencez pas à, si vous avez une bonne idée ou vous voulez vous mettre une note, mettez-la par écrit pour le lendemain, comme ça dans la nuit, elle ne reviendra pas. Puis il y a plein de pratiques là, pour un sommeil de qualité qui ne sont pas juste en lien avec la méditation. Ouais. C'est important Donc, ce que tu as dit en lien avec la journée. Fait que si on n'est pas dans un état pour sortir ces pensées-là dans la journée, ben, comme tu dis, ou ça te prend des moments tranquilles, des moments de réflexion, des moments de brainstorming, des moments de, comment on appelle ça, là, du journaling, écriture automatique. Tu sais, ça l'aide vraiment beaucoup à se vider la tête, puis justement qu'il n'en reste plus tellement dans le cerveau, mais ça se fait plus dans une routine journalière que spécifiquement avant de se coucher. Des fois, avant de se coucher, ça alimente quelque chose plus que ça le réduit. Et qu'effectivement, on essaie d'être dans la détente, le bain, les respirations profondes, se mettre de la musique inspirante, avoir une méditation guidée sur le calme mental, le calme d'esprit, visualiser un refuge intérieur ou quelque chose de beau, rester sur cette image-là pour ne pas aller ailleurs au niveau du mental. Il y a plein de pratiques là, qui sont bonnes pour le sommeil et la détente. Il y a quelqu'un Isabelle, demande si tu fais des retraites de méditation, fait qu'on l'a un peu dit oui sur ton site. Tout plein. On est pas mal complet pour 2022. Ne soyez pas déçus. Là. Souvent, les retraites, même 2023, commencent à se remplir. Fait que mon agenda il est partout dans le monde, mais il est au Québec quand même 5-6 mois. Il y a plein de retraites. Là. Je donne en moyenne 15 week-ends de retraite par année au Québec, des semaines. Je suis dans plein de lieux, sommets, conférences. C'est moi qui ouvre le Sommet Yoga Canada bientôt aussi. Fait que, si vous voulez me trouver, le regarder dans mon... Vous pouvez aller sur mon site web. Puis l'histoire simple, si vous n'avez pas de temps, puis vous ne voulez pas lire toutes les retraites, tous les voyages dans le monde, bien, allez dans les premiers onglets, vous allez voir le mot calendrier, pesez dessus, puis vous regarderez ce qui est là. Ça a fait le tour pas mal de toutes les questions, je crois. Marvelous. C'était tellement juste un petit aperçu, une découverte, ben, en tout cas, du moins pour ma communauté, de quitter puis du sujet, mais juste hier, tu as ouvert des mini-portes dans notre... Mais c'est-tu hier? Avant hier qu'on s'est parlé. Oui, des mini-portes sur des affaires que j'étais comme, mon Dieu, je vais en apprendre plus. Fait qu'aujourd'hui, c'était tellement juste un survol. On vérifiera nos agendas ensemble. Ça me fait plaisir de parler des souffrances qu'on a parlé. On a parlé de c'est quoi vraiment la santé mentale. On a parlé de ça aussi. Tu sais, que c'est des sujets vraiment intéressants que j'aimerais beaucoup avoir ta perception. Je trouve que... Je trouve que tu mets des mots, puis des fois, tu éclaircis des affaires beaucoup sur des choses qu'on vit, puis que notre expérience nous a déjà éclairé un peu, mais il y en aurait tellement long encore à découvrir. Puis plein de bons commentaires, là, vraiment, sur ta présence. Fait que vraiment, merci beaucoup d'être venu. C'est très apprécié. Fait que, gang, c'est tout ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas, martinbilodeau.com. Sinon, allez sur... sa page Facebook, partout. C'est ça. Allez voir sur Google, là, c'est pas mal le truc qui est là. Fait que, je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. C'est tout nouveau qu'on commence à avoir des invités. Il va en avoir dans le futur. Fait que restez attentifs. On vous en parle prochainement. Puis je vous redis, mec, Martin revient. On va essayer de le convaincre là, hors zone. Yes! Salut tout le monde. En direct du Sri Lanka. Oui, c'est ça, ce serait cool. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Si tu as apprécié le contenu, va nous mettre un 5 étoiles. C'est la meilleure façon de nous remercier. Notre mission, c'est d'aider le plus de gens possible avec leur santé. Donc, si ça t'a parlé à toi, ça peut aider quelqu'un d'autre. Partage ça sur Facebook ou à un ami pour embarquer dans notre mission. Si tu veux plus de matériel, tu peux joindre notre page Facebook Révolution Santé ou encore notre communauté Protocole Révolution Santé. On a du contenu tous les jours, des nouveaux invités. Bref, des échanges incroyables. Protocole Révolution Santé, tu peux rejoindre ça.